première vue, le bilan 2025 de LEGO raconte une histoire qui est très simple. Tout va extrêmement bien. La marque vend plus, elle gagne plus, elle fait mieux que le marché du jouet, et elle continue d'investir massivement. Mais personnellement, plus je lis le rapport, et plus j'ai l'impression que c'est pas seulement une très grosse année chez LEGO. On est peut-être face à un changement de dimension. En effet, parce qu'on parle pas que de résultats records, LEGO a réussi à faire plusieurs choses en même temps. Grandir plus vite que son marché, améliorer sa rentabilité, continuer à préparer l'avenir au lieu de simplement encaisser. Le chiffre d'affaires grimpe à 83,5 milliards de couronnes danoises, le résultat opérationnel atteint 22 milliards, le bénéfice net monte de 16,7 milliards et le free cash flow s'établit à 10,8 milliards. Dit comme ça, oui, t'as l'impression que c'est une année record pour LEGO en 2025. Et la question qui m'intéresse le plus et que j'ai envie de vous partager, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que LEGO a fait une bonne année? La réponse, elle est oui, et même oui très largement. Mais si on creuse un peu plus, qu'est-ce que ces chiffres racontent vraiment? Est-ce que LEGO cartonne simplement parce que les gens aiment la marque? Est-ce qu'on est en train de voir se consolider quelque chose de beaucoup plus grand? Une machine plus puissante, une marque plus large, plus rentable, plus présente, et peut-être plus dominante qu'avant. Parce que dire que LEGO a fait une bonne année, ça peut arriver pour plein de raisons. Parfois, une entreprise profite juste d'un contexte favorable. Parfois, elle vend plus, mais au prix d'une rentabilité qui se fragilise. Parfois, elle améliore ses profits en coupant dans l'investissement, dans l'innovation ou dans l'avenir. Or ici, c'est pas du tout ce que le bilan LEGO raconte. Ce que le rapport montre au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant. LEGO a réussi à faire grandir plusieurs voyants en même temps. Les ventes aux consommateurs, c'est-à-dire nous, ont progressé de 16% en 2025. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le marché du jouet, lui, n'a progressé que de 7%. Donc LEGO n'a pas juste suivi le mouvement, LEGO a fait nettement mieux que le marché et a gagné des parts. Ensuite, la rentabilité a aussi progressé. La marge opérationnelle est passée de 25,2% à 26,4%. Ça peut paraître un peu technique dit comme ça, mais en langage très simple, ça veut dire que LEGO a pas seulement vendu plus de boîtes, ils ont aussi mieux fait tourner la machine. Mais c'est pas fini. Là où beaucoup d'entreprises choisiraient de savourer tranquillement cette performance, LEGO a continué à investir massivement. Le groupe a maintenu un niveau d'investissement très élevé, à 9,2 milliards de couronnes danoises, notamment dans ses usines, ses capacités logistiques, ses actifs industriels et technologiques. Autrement dit, plus on creuse ce bilan, plus j'ai l'impression qu'on n'est pas face à une simple bonne année tranquille au calme, on est face à quelque chose de plus structurant. Comme si LEGO était en train de consolider une forme de domination très nette. Parce que oui, réussir à vendre plus, gagner plus, battre son marché et continuer à réinvestir autant dans l'avenir, on n'est pas sur du simple joli exercice comptable. C'est le signe d'une entreprise qui contrôle très bien sa dynamique. Le CEO même de LEGO insiste d'ailleurs sur cet équilibre entre créativité, exécution, productivité et capacité à absorber la complexité liée à la croissance du portefeuille, des volumes et des ventes. Car si LEGO affiche de tels résultats en 2025, c'est pas sur le simple fait que les gens aiment LEGO. Ça serait beaucoup trop simple. La vraie piste à creuser, c'est peut-être que LEGO a réussi à combiner plusieurs forces à la fois. Une marque extrêmement puissante, un portefeuille de produits très large, une exécution commerciale et redoutable, une supply chain solide et une capacité rare à transformer la popularité en performance financière. LEGO donc a montré qu'il était capable de grandir plus vite que son marché, sans perdre en efficacité, tout en préparant la suite. Et là, forcément, d'autres questions s'ouvrent. Si cette machine est devenue aussi forte, qu'est-ce qui l'alimente exactement? Quelles stratégies ont permis à un tel niveau de performance? Parce que c'est ça, au fond, que j'ai envie de comprendre avec vous dans cette vidéo. On va pas juste regarder des chiffres pour dire « Waouh !» On va remonter la piste ensemble. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve donc une nouvelle vidéo où on va parler, petit chamboulement d'ailleurs dans le calendrier édito, puisque à la base, pour ceux qui me suivent évidemment, je devais faire une vidéo sur pas mal de tests de nouveaux sets, dont ce petit bonhomme, mais au final, petit chamboulement puisque LEGO a sorti son bilan financier 2025 avec plein d'infos très intéressantes et en le regardant, je me suis dit que actu chaude, on va changer un petit peu le programme et on va parler effectivement des résultats de 2025 et surtout ce que ça veut dire derrière. C'est un nouvel exercice que j'ai envie de faire avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires, soyez hyper ouvert et constructif. Je me lance là-dedans, on verra. Le but évidemment, je ne suis pas expert comptable, je suis pas, on va dire, un professionnel de la profession comme on dit. Le but c'est pas de vous embourber dans plein de chiffres en disant ouais ils ont fait ça dans la marge, dans le bilan comptable, etc. Pas du tout. Non, au contraire, c'est plutôt d'essayer de faire ça de manière très simple, très accessible pour n'importe qui et de se dire concrètement à travers ce que LEGO a communiqué, qu'est-ce qui est intéressant d'en retenir et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de choses, croyez-moi, notamment quelles sont les licences qui fonctionnent le plus, quels sont les sets
qui ont cartonné en 2025, on va y revenir. Où va l'argent quand toi ou moi on dépense 100 € dans un Lego exactement, et plein d'autres choses. Parce que donc, on l'a compris, Lego, ils ont cartonné. Mais la vraie question c'est pourquoi ils ont cartonné. On pourrait se dire que Lego a juste eu de la chance, ou que les gens ont simplement acheté plus de boîtes. Mais dans le rapport qu'ils ont publié, Lego donne plusieurs explications très claires. La première, et c'est vrai, on en avait déjà parlé ensemble, c'est le portefeuille de produits. En gros, en 2025, Lego a atteint un record avec 868 produits dans son catalogue contre 840 l'année précédente. Ils sont en pure croissance de ouf. Et même 2026 s'annonce aussi être encore une année record. Mais c'est pas le sujet. Ce qui est encore plus fort, c'est que environ la moitié de ce portefeuille était composé de nouveautés. Donc Lego a pas gagné uniquement grâce à ses classiques, la marque a nourri le marché avec énormément de nouveaux produits. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces nouveautés, elles n'ont pas juste existé sur papier. Lego explique que ces nouvelles sorties ont été très performantes, avec une forte attractivité dans tous les groupes de marché et auprès des enfants comme des adultes. Donc, c'est pas juste qu'ils ont réussi à gonfler artificiellement leur catalogue pour faire genre, on est face à une offre qui a réellement trouvé son public. Et ça, c'était justement la grosse question qu'on avait, rappelez-vous, il y a quelques semaines, moi. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport cite aussi plusieurs nouveautés très révélatrices de cette stratégie. Alors, malheureusement, il ne donne pas exactement un top 20 des sets les plus vendus en 2025. Il ne communique pas là-dessus, ce qui est dommage parce que du coup, on aurait aimé savoir justement tel set ou tel set, ce qui a été bien vendu ou pas. Notamment la D-Star, j'avais vraiment envie de savoir au contraire quelles ont été les ventes, mais il ne communique pas là-dessus. Par contre, sans les communiquer, ils nous ont partagé, on va dire, un top 20 des sets qui ont été, on va dire, les plus successful selon eux, sans donner de chiffres ni rien. Donc ça nous donne quand même une petite idée sans avoir un réel classement de qui est le top 1 ou qui est le top 10. Parmi cette liste, on a la Williams Racing FW14B et Nigel Mansell, la Ferrari SF24 F1 Car, la Peli Bone, le Battle Bus de Fortnite, Pili & Sparkplug Camp, le Der Burger Restaurant, très surprenant d'ailleurs, Colombo, Mario et son kart standard, Wario et King Boo, Moana Adventure Canoë, Kakamora Barge, Testral Family, Family Vacation Beach Resorts, The Fire Knight Make, Django Fett Starship, The Force Burner Snowspeeder, K2SO Security Droid, la mini-figurine Vending Machine, et oui, très étonnant pour moi, How to Train Your Dragon Toothless, et, ça je suis trop content, la Disney Pixar Luxo Junior. Donc on a du F1, on a beaucoup de Fortnite côté gaming, mais aussi du Mario, et on a aussi beaucoup de pop culture et des sets très sur l'émotion. Rien que cette sélection raconte déjà quelque chose. Lego a pas poussé un seul type de produit, et surtout, ce n'est pas juste une gamme précise qui a fonctionné. La marque active en même temps le sport, le jeu vidéo, la nostalgie, l'animation, la collection et la culture pop. Et apparemment, ça a bien fonctionné. Deuxième explication, les thèmes qui ont le mieux marché parlent à des publics très différents. Lego cite parmi les thèmes les plus populaires Lego City, et oui, qui reste une valeur sûre apparemment, Lego Icons, on sait il y a eu énormément de sets, beaucoup sur la nostalgie, qui ont fonctionné sur des licences fortes, Lego Star Wars, qui reste une valeur sûre, malgré, on va dire, une année qui a été pas mal décriée par les fans au final, Lego Technique, et surtout, alors je sais que ça divise un petit peu, mais Lego Botanicals, comme quoi, oui, les Lego Botanicals ont été vraiment un point d'entrée à une toute nouvelle audience côté Lego et ça a fonctionné. Rien que cette liste, déjà, on voit ce qui perf. La marque vend aux enfants, aux ados, aux adultes, aux collectionneurs, aux fans de licence et aux amateurs de déco. Et le rapport, il insiste justement sur le fait que la demande a été forte dans tous les groupes de marché et auprès de tous les publics. Autrement dit, la performance de Lego en 2025, elle n'a pas reposé sur une seule gamme miracle. Elle s'est appuyée sur une marque capable de parler à énormément de gens différents en même temps. Troisième explication, la marque aussi a été extrêmement active côté licence et culture pop. Rappelez-vous, en 2025, Lego a lancé ses premiers produits Formula One, mené des activations sur plus de 20 grands prix, dont le GP Explorer en France d'ailleurs, a annoncé un partenariat avec la F1 Academy, a mis en avant de nouvelles collaborations comme Blue Wave pour les enfants qui sont vraiment une énorme licence, Nike bien sûr, et aussi One Piece. Lego a aussi continué à miser sur une convergence physique plus digitale avec Lego Fortnite, Lego Minecraft et Super Mario. Mais il y a aussi un autre élément qu'on oublie souvent. La marque a aussi entretenu sa désirabilité. Le rapport explique que ces campagnes ont renforcé la pertinence de sa marque et alimenté la demande tout au long de l'année. Lego cite par exemple des campagnes comme She Built That ou Never Stop Playing qui ont aidé la marque à rester culturellement présente et
émotionnellement forte auprès des familles. Selon eux, c'est pas juste une réussite produit pure, c'est aussi une réussite de marque. Et ils ont raison. Quand on essaye de se transposer bien sûr du côté de la France, quand on voit ce qu'ils ont fait, et je vous invite à retrouver mes anciennes vidéos dans la playlist Analyse Marketing si ça vous intéresse, Lego a énormément investi en marketing l'année dernière avec une désactivation sur Botanicals, une grosse activation sur les Champs-Élysées quand même, une désactivation autour du Jeep Explorer, ils ont accentué énormément leur stratégie influence et créateurs de contenu avec beaucoup de créateurs lifestyle. Donc oui, il y a eu une vraie présence très forte de Lego d'un point de vue marketing. Mais il faut quand même s'arrêter une seconde sur un point clé pour le grand public. On le sait depuis quelques temps, Lego déborde déjà du simple jouet classique. La marque, elle circule entre plusieurs univers. Le jouet simple, collection, la déco, le gaming, la licence, plus largement la culture pop, ça on l'a dit. Mais ce qui est fort, c'est que Lego semble réussir cette expansion sans perdre son noyau. C'était évidemment l'une de nos grosses questions. En 2025, la marque célébrait d'ailleurs les 70 ans du Lego System in Play, ce principe fondateur selon lequel tous les éléments Lego s'emboîtent dans un système cohérent. Ce détail peut paraître symbolique, mais il raconte quelque chose d'important. Lego peut se diversifier, se moderniser, se connecter à de nouvelles passions, tout en gardant une identité extrêmement lisible. Et quand on y repense, c'était pas forcément gagné sur le papier. Alors oui, bien sûr, c'est un rapport financier, donc ils en font des couches pour évidemment, on va dire, se gratter dans le sens du poil, si vous me permettez l'expression. Mais il est vrai qu'au-delà d'une frustration, on va dire, générale des fans sur le prix, et on y reviendra, c'est vrai que Lego reste quand même une marque qui a une énorme réputation et qui a une réputation très positive. Lego donc a cartonné en 2025 avec une offre massive, des nouveautés qui ont réellement performé, des thèmes capables de toucher des publics très différents, des licences puissantes, des campagnes qui entretiennent le désir, une marque suffisamment forte pour transformer tout ça en demande réelle. Et c'est pour ça que Lego a, je pense, réussi à gagner en part de marché, bien au-delà du marché du jouet en tant que tel. Mais vendre plus, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Et là, rassurez-vous, c'est la partie, je pense, qui vous intéresse le plus, où j'ai fait le plus de taf, c'est bien sûr, on va traduire les chiffres en conséquences concrètes. Parce que si je vous donne des chiffres bruts comme ça, je sais, je vous perds. Et même moi d'ailleurs. Quand Lego annonce plus 16% de ventes aux consommateurs, c'est pas, on va dire, une data comme ça pour investisseurs, pour faire waouh. Ça veut dire qu'en rayon, en ligne, dans les Lego Store et chez les revendeurs, les produits ont trouvé leur public à un niveau très élevé. Et ce chiffre devient encore plus parlant quand on voit que l'industrie du jouet, elle, n'a progressé que de 7%. Autrement dit, Lego était pas que sur une bonne dynamique de marché, la marque a fait nettement mieux que le reste du secteur, au point de gagner des parts de marché. Donc pour le consommateur lambda, le message est simple, Lego a réussi à convaincre plus largement, plus efficacement et auprès d'un public très différent. D'abord, Lego a très bien compris qu'il fallait parler à plusieurs générations en même temps. Les enfants ont leur gamme de jeux, les adultes ont leur licence, leur set d'exposition, leurs botanicals, leurs icons. Les familles ont des produits plus transversaux et les fans de culture pop retrouvent de plus en plus de points d'entrée. Il n'y a qu'à voir l'hystérie qu'il y a eu sur les sets Pokémon ou Stranger Things plus particulièrement. Ensuite, ça veut dire que Lego a su rester désirable. Et surtout, ça veut dire que la machine commerciale de Lego, elle reste redoutable. Quand une marque ouvre encore des magasins, améliore son site, développe son programme fidélité, Insiders, et continue à faire progresser la satisfaction client à des niveaux records, on est face à une entreprise qui contrôle très bien la machine dont le consommateur rencontre ses produits. Lego a annoncé 1112 magasins dans le monde, dans plus de 54 marchés, avec l'ouverture de 83 nouvelles boutiques, rien qu'en 2025. Et sa boutique en ligne, lego.com, elle est désormais présente dans 35 pays. Enfin, Lego Insiders a continué à se développer avec des produits exclusifs, des offres, des expériences et des millions de nouveaux membres en 2025. Donc, on n'est pas du tout sur un ralentissement de l'activité de Lego, ça c'est clair. Lego est en train d'étendre encore davantage son empire au quotidien. Et on peut même le dire encore plus précisément, la marque est en train de devenir, pour de plus en plus de gens, une présence naturelle dans plusieurs moments de vie à la fois. Le jeu, le cadeau, la collection, la déco, l'achat, le plaisir, l'achat familial, l'achat rassurant. Il n'y a qu'à le voir sur les réseaux sociaux quand on voit que cette année, le nombre de gens qui ont découvert des Lego à travers les Botanicals, par exemple, c'est assez dingue. Et même sur TikTok, on le voit, 2025, ça a été un vrai shift. Lego est devenu une vraie traîne à part entière, une vraie niche qui a explosé. Maintenant, tout le monde s'est commencé à créer du contenu autour de Lego. C'est un signal très fort. Imaginez à l'échelle mondiale. Sauf que, évidemment, séduire beaucoup de monde, c'est une chose. Mais réussir à faire tourner cette machine sans qu'elle se dérègle, c'en est une autre. Parce que plus tu touches plein de gens, et plus ça va devenir compliqué à rassembler tout le monde. Et c'est l'autre grande force de Lego, c'est-à-dire réussir à vendre plus en 2025 sans se faire avaler par la complexité qu'elle-même s'impose. Pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas, comme me dit Benny, petit like, commentaire, d'activer la cloche et tu t'abonnes si c'était pas le cas. Et bien sûr, tu me dis qu'est-ce que tu penses de ce bilan financier, qu'est-ce que tu penses de ces fameux sets qui ont été les plus successful de 2025
2025 sur Lego. Est-ce que tu t'attendais à ce résultat ou tu t'aurais vu d'autres sets? Et bien sûr, n'hésite pas à activer le petit boost YouTube avec l'application YouTube sur smartphone, ça aide la chaîne comme moi. Allez, sans plus attendre, on continue. Un truc très impressionnant dans ce rapport, c'est que Lego insiste plusieurs fois sur sa capacité à gérer la complexité. Parce que oui, on l'oublie, mais quand même, mine de rien, produire en quantité énorme autant de Lego, ben c'est pas si facile que ça. Hein. Parce qu'une entreprise qui multiplie les références, les licences, les pays, les canaux de distribution et les publics, elle peut très vite devenir une usine à problème. Plus il y a de produits, plus il y a de lancements à caler, plus il y a de volume, plus il y a de pression sur la production, plus il y a de marché, plus il y a de coordination à tenir. Plus il y a de diversité dans l'offre, plus le risque augmente de voir la machine se gripper quelque part. Et le risque de faire un bid est de plus en plus grand. Et justement, Lego ne présente pas 2025 comme une année, on va dire, lambda, qui aurait juste bien tourné, on va dire, par chance, on va dire, et par karma. Non, non, le groupe explique au contraire qu'à mesure que son portefeuille, ses volumes de production et ses ventes ont augmenté, il a réussi à gérer avec succès la complexité qui en résultait. Ça veut dire que la croissance a rendu Lego plus difficile à piloter, mais l'entreprise a tenu la route. Et du coup, dans ce rapport, Lego explique exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu craindre. Le groupe dit avoir réussi à équilibrer la créativité et l'efficacité opérationnelle. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de produits, ça veut dire plus de volume, ça veut dire plus de ventes, mais sans partir en vrille côté exécution. Alors oui, il y a eu le petit grip en janvier 2026, mais là, on va pas en parler dans cette vidéo parce que là, le rapport financier se focus sur 2025. Le CEO, une fois plus dans le rapport, insiste sur la capacité du groupe à conjuguer innovation, produit et efficacité opérationnelle. Et quand on remet ça en face du portefeuille 2025, qui a atteint, je rappelle, donc 868 produits, le plus grand de l'histoire de Lego, avec environ la moitié de nouveautés, on comprend mieux quelle a été l'ampleur de ce défi, et d'éviter que ça se transforme en un énorme chaos logistique. Et c'est probablement l'un des points les plus importants si on veut comprendre et lire 2025 et ses résultats intelligents. Parce que beaucoup de marques savent faire un beau lancement. On le voit dans plein de secteurs différents, pas que le jouet. Mais beaucoup moins savent ensuite produire, distribuer, livrer, gérer les stocks, tenir la qualité et continuer à être rentable. Lego, lui, semble avoir coché toutes les cases en 2025 en même temps. Et le rapport donne plusieurs indices qui vont dans ce sens. D'abord, le groupe explique que la croissance a été soutenue par une exécution solide et par cette capacité à absorber la complexité croissante. Ensuite, l'entreprise continue à grossir sans donner l'impression de se désaligner en interne. Lego comptait 33 801 employés à la fin 2025, soit une croissance de plus 8% de la masse salariale sur un an, tout en affichant, selon le rapport, des niveaux records de motivation et de satisfaction de ses collaborateurs. C'est pas le cœur du sujet, ok, mais ça raconte quand même quelque chose d'important. Quand l'entreprise devient plus grande, plus internationale et plus complexe, elle peut très vite perdre en lisibilité et en cohérence. Et Lego en 2025, ils ont donné plutôt une image inverse. Et ça explique aussi pourquoi en partie le résultat opérationnel progresse plus vite que le chiffre d'affaires. Plus 18% de profit opérationnel pour plus 12% de revenus. Ça veut dire que la mécanique interne a bien tourné. Mais on peut même aller plus loin. Dans beaucoup d'entreprises, quand la complexité augmente, l'efficacité, elle recule. Les coûts gonflent, les flottements internes se multiplient et la rentabilité finit par souffrir. La marge opérationnelle est d'ailleurs passée de 25,2% à 26,4%. Et ce petit chiffre dit en réalité quelque chose de très gros. Ça veut dire que plus l'entreprise a grandi en 2025, plus elle a semblé efficace dans sa manière de fonctionner. C'est exactement ce qui a rendu cette année particulièrement intéressante et pourquoi j'avais envie de vous en parler. Mais le point que vous attendez tous, je le sais, c'est où va l'argent? Les usines, la logistique, les bureaux, le futur. C'est le passage qui est le plus passionnant, évidemment. Parce qu'on pourrait imaginer qu'une entreprise qui fait autant de bénéfices se contente d'encaisser tranquillement. Sauf que non, Lego réinjecte massivement dans sa croissance future. Et ce qui rend ça encore plus intéressant, c'est que c'est pas un effort isolé sur une seule année. Quand on regarde la trajectoire des investissements sur plusieurs exercices fiscaux, on voit une montée en puissance très nette. 3,2 milliards de couronnes danoises en 2021, 6 milliards en 2022, 8,5 milliards en 2023, 9 milliards en 2024, 9,2 milliards en 2025. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est-à-dire que depuis 2021, Lego ne cesse de réinvestir de plus en plus. Là où beaucoup de boîtes, à atteint un certain stade, arrêteraient d'investir pour vraiment engranger le plus de marge possible. Et le rapport relie clairement ces investissements à l'expansion des capacités industrielles, logistiques et technologiques. Bah oui, donc cet argent, il part pas dans une abstraction comptable, il sert à construire, agrandir, équiper, moderniser et rendre la machine Lego plus puissante et plus robuste. Comme j'en parlais juste avant, on peut pas juste dire qu'on sort plus de 7 Lego sans avoir derrière toute la machinerie qui permet de les faire. À la fin de l'année 2025, Lego parle d'un réseau composé de 6 usines dans le monde et de 5 centres de distribution régionaux, avec une logique de plus en plus
clair, opérer au plus près des grands marchés. Un exemple, le groupe a ouvert sa nouvelle usine au Vietnam, inaugurée par une forte augmentation de capacité en Hongrie, poursuivi par la construction de ses projets en Virginie aux États-Unis et a avancé sur des extensions dans d'autres sites. L'usine au Vietnam est un site de, par exemple, de 150 000 mètres carrés, avec centre de distribution régional, présenté comme un investissement majeur pour soutenir la croissance à long terme en Asie et au-delà. En Hongrie, par exemple, la capacité de production a augmenté de 30% à l'issue d'un investissement pluriannuel. Et le site est désormais 2 fois plus grand qu'à son ouverture en 2014. En Virginie, Lego a poursuivi la construction de sa nouvelle usine et lancé les travaux de son futur centre de distribution régional, tout en exploitant déjà une installation temporaire de packing pour répondre à la demande américaine. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que derrière chaque nouveau set, chaque grosse vague de sortie, chaque disponibilité en magasin, il y a une infrastructure monstrueuse à faire tourner. On parle souvent des produits, des licences, des annonces, des boîtes qu'on voit arriver, mais tout ça, c'est pas dans le vide en fait. Pour qu'une entreprise comme Lego continue à sortir autant de nouveautés, à alimenter autant de marchés, à absorber autant de demandes, il faut une machine physique et logistique qui est immense derrière. Donc quand Lego investit autant dans des usines, dans des centres de distribution proches de ces marchés, c'est pas pour faire joli, vous l'avez compris. C'est pour mieux répondre à la demande, être plus réactif, réduire certains risques logistiques et soutenir sa croissance sur le long terme. Là, je vous ai fait un focus sur les usines, mais le rapport, il parle aussi des bureaux, des hubs, des lieux de coordination. Pour vous donner une idée, Lego a ouvert un nouveau siège aux États-Unis à Boston, un nouveau bureau à Tempe en Arizona pour ses équipes consumer et shopper engagement. Ils ont annoncé le déménagement du hub londonien avec un espace beaucoup plus grand qui pourrait accueillir plus de 1500 collaborateurs et faire avancer un nouveau campus à Billund ainsi qu'un futur hub à Copenhague. Donc évidemment, quand on dit comme ça où va l'argent dans les sets qu'on paye, la réponse, elle est en partie ici. Pas que des briques et des machines, mais aussi dans des lieux où on conçoit, pilote, coordonne et organise la croissance future du groupe. Et en plus de ça, c'est que Lego ne s'endette pas du tout, comme beaucoup pourraient faire des entreprises pour essayer d'atteindre une certaine forme de croissance en prenant un risque économique. Non, Lego en plus le fait avec une base financière extrêmement solide. Le cash flow opérationnel, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont à disposition, atteint 19,9 milliards de couronnes danoises. Et même après ce très haut niveau d'investissement qu'ils ont eu en 2025, le free cash flow reste à 10,8 milliards. Au calme. Mais une machine mondiale, ça suffit pas. Encore faut-il que la rencontre avec le client soit elle aussi maîtrisée. Et c'est là on va parler d'un autre sujet très intéressant, le retail. Parce que Lego grandit aussi grâce à la manière dont la marque met ses produits en scène. Parce qu'on pourrait le réduire et le retail à une simple question de distribution, ouvrir des magasins, avoir un site, vendre plus. Mais le rapport raconte quelque chose de bien plus ambitieux. Lego parle de brand retail expérience mémorable et explique continuer à investir dans des expériences retail immersives, à la fois dans ses propres canaux et dans ceux de ses partenaires. Comme je vous le disais, Lego compte 1112 magasins dans le monde, dans 54 marchés. En parallèle, Lego.com a connu un nombre record de visiteurs. Bon, on connaît pas le chiffre, mais en tout cas, ils le disent dans le rapport. Et ça, c'est juste ce qui est en propre. Mais bien sûr, comme vous le savez, Lego se vend partout. On peut croiser du Lego dans des centres commerciaux, on peut vivre une expérience dans un Lego Store, on peut commander en ligne, on peut être dans des programmes de fidélité, on peut basculer entre physique et digital sans trop de friction. Et cette fluidité, elle compte énormément. Parce qu'en 2025, une bonne marque ne gagne pas seulement avec un bon objet, elle gagne avec un bon parcours utilisateur, ce qu'on appelle. C'est-à-dire la facilité pour toi ou moi d'acheter le Lego qu'on voudrait. Et Lego l'a bien compris. Il y a aussi un autre point très important, c'est la fameuse fidélité avec le programme Lego Insiders. On n'est pas sur un programme très basique de points de fidélité et basta, et t'as 30 centimes de réduction au bout de 20 milliards d'euros à dépenser. Le rapport dit que le groupe continue à le développer et récompenser les fans avec des produits exclusifs. Et c'est vrai, rappelez-vous, la carapace bleue par exemple à l'époque, il y a plein d'objets hyper intéressants, des réductions très forte, que ça soit en magasin ou en ligne, les fameux codes barres maintenant qu'on peut scanner pour se faire aussi gagner des points, et bien sûr très régulièrement des jeux concours en dépensant des points, ou des réductions dans des Legoland, etc. Avec ça, Lego, ils veulent pas que tu fasses un achat ponctuel et que tu te casses. Ils veulent créer une relation fusionnelle et sur le long terme avec toi. Et je pense que ça explique aussi une partie de la force de la marque. Chez d'autres entreprises, le commerce peut casser un peu la magie. Ici, Lego semble chercher plutôt l'inverse. Je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, l'exemple de comment ils ont mis en avant dans les Lego Store la Smart Play avec des bornes dédiées, des formations pour les vendeurs pour qu'ils puissent faire les démos, etc. Ça montre, on va dire, un exemple, bon, même si le sujet de la Smart Play qui est plutôt critiqué, quand même qu'ils tentent à faire vraiment des expériences de plus en plus poussées et fortes en magasin. Parce que du coup, moi je trouve que Lego, il orchestre un parcours complet avec ça, où le commerce devient une extension naturelle de l'univers Lego lui-même. Quand on met bout à bout les produits, le retail, le digital, les expériences et la fidélité, il y a une autre idée qui commence à s'imposer.
Et ça, c'est je pense la partie qui va vous intéresser le plus avec quelles ont été les licences et les sets les plus vendus en 2025. C'est bien sûr le prix dans tout ça. Parce qu'il faut être honnête, le rapport, évidemment, il parle pas de « oui, nos prix sont parfois difficiles à avaler, les fans râlent un peu de nos prix, de nos augmentations tarifaires, etc. » Pas du tout. On n'est pas sur ce ton-là et ils n'ont pas à le justifier en plus. Mais on peut quand même lire certaines choses entre les lignes. Et ce que racontent les chiffres au fond, c'est qu'en 2025, le marché continue globalement à accepter la proposition de valeur de Lego. On râle, mais on continue à acheter. C'est la vérité. La marque reste suffisamment forte, désirable et crédible pour justifier aux yeux de beaucoup l'effort demandé au niveau des prix. Donc les risques des augmentations tarifaires qu'ils ont pris en 2025 montrent qu'ils ont eu raison de le faire pour l'instant. Et oui, je sais, ça va faire grincer des dents de beaucoup de gens. D'un côté, Lego montre que la demande reste très forte, que les ventes consommateurs montent de 16%, que la marque gagne des parts de marché. Et ce point devient encore plus parlant quand on rappelle que l'industrie du jouet, elle, n'a progressé que de 7% pour rappel. Donc Lego, ils n'hésitent pas seulement avec son positionnement premium, la marque fait mieux que le marché et il y a un autre indice intéressant, la marge opérationnelle progressive, elle aussi. C'est un signal très utile. Ça suggère que Lego ne grandit pas en se mettant à brader pour aller chercher du volume. Au contraire, je pense que personne n'avait de doute là-dessus, mais non, Lego n'a pas sacrifié son positionnement, n'est pas devenu une marque cheap pour avoir cette croissance-là, pas du tout. Donc, quand beaucoup de fans en colère, à multiples reprises sur des augmentations tarifaires de prix, notamment sur certaines gammes, disaient Lego va perdre son audience à force d'augmenter les prix, plus personne n'achète, tout le monde achète sur AliExpress ou des marques alternatives, bah on se rend compte que globalement, dans le rapport, il n'en est rien du tout. Ou alors ce n'est qu'une infime brindille pour le moment. Et d'ailleurs, si on veut rendre cette idée vraiment concrète, il y a une question que beaucoup de gens se posent donc, c'est quand on dépense de l'argent dans un set Lego, où va réellement cet argent? Alors attention, le rapport ne permet pas de répondre set par set. Je peux pas vous dire précisément combien va au plastique, au marketing ou à la marge sur une boîte précise de Star Wars, City ou Botanicals. En revanche, il permet de faire quelque chose de très utile, une moyenne à l'échelle du groupe. Et du coup, je me suis amusé à traduire ça simplement. Avec, sur 100 € de chiffre d'affaires Lego en 2025, on obtient à peu près ceci. 14,7 € part dans les matières premières et consommables. 20,5 € part dans les salaires et les coût du personnel. 8,1 € partent dans les licences et royalties. Et oui, c'est la fameuse question qu'on se pose tous à chaque fois. 12,2 € partent dans le marketing. 3,9 € partent dans la distribution. 3,9 € partent aussi dans les amortissements et les dépréciations. Les amortissements et la dépréciation, donc en gros, l'usure et le coût étalé des usines, outils, machines et systèmes. 10,3 € partent dans les autres dépenses externes. Autres dépenses externes, c'est-à-dire tout le reste qu'on voit moins, prestations, services, structures, fonctionnement. 0,4 € partent dans les coûts financiers nets et 6 € partent en impôts. Donc au final, il reste 20 € sur les 100 € de chiffre d'affaires de bénéfices nets pour Lego. Donc déjà, première idée importante, non, quand vous payez Lego, vous ne payez pas juste du plastique. Vous payez évidemment la matière, vous payez aussi beaucoup de main-d'œuvre, vous payez des licences, vous payez une vraie couche de marketing et vous payez enfin tout ce qu'on voit moins, c'est-à-dire la distribution, les systèmes, les bureaux, l'amortissement des usines, les outils, les plateformes et le reste de la structure. Par contre, il faut rester honnête sur une limite importante à faire ce genre d'exercice. Ceci n'est pas la rentabilité d'un set précis. Petit set vendu chez un distributeur, un gros U16 vendu en direct sur lesbook.com ou une boîte très chargée en royalties, donc probablement pas du tout la même économie. Donc ce 100 € à peu près, c'est une moyenne groupe. C'est pas du tout un ticket de caisse exact. Donc oui, ce décryptage, il permet de mieux comprendre pourquoi Lego coûte cher, mais comprendre ne veut pas dire que la tension disparaît. Et c'est là qu'on retrouve le vrai paradoxe de Lego actuellement. D'un côté, la marque devient plus forte, plus disponible, plus innovante, plus qualitative, plus visible. Et de l'autre, elle reste une marque qui demande un effort budgétaire réel pour beaucoup de familles. Donc, Lego grandit, oui, ça on l'a bien compris, mais jusqu'où Lego peut-il continuer à grandir tout en restant accessible émotionnellement et économiquement au grand public? À quel moment une marque peut-elle continuer à monter en puissance, en qualité perçue et en investissement sans creuser trop forcément l'écart avec le budget réel de son public? Aujourd'hui, les chiffres disent que le premium Lego fonctionne encore. La vraie inconnue n'est pas donc le présent, mais la vraie inconnue, ça sera le point de bascule futur entre la désirabilité de la marque et l'effort budgétaire qu'elle demande. Lego sera-t-il trop gourmand? Poussera-t-il les curseurs trop à fond jusqu'à atteindre un point de rupture ou de non-retour? Pour l'instant difficile, j'ai pas de boule de cristal, mais on verra dans les années qui arrivent. En tout cas 2026 pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça part dans ce sens. Alors il y a quand même un gros point du bilan que j'ai fait exprès de ne pas mentionner aujourd'hui, car aussi très complexe, c'est toute la partie sustainability. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les engagements que fait Lego
à travers l'écologie et comment essayer d'être plus durable et de consommer moins d'énergie. C'est un énorme sujet côté Lego comme vous le savez parce qu'on parle quand même de rien de plastique ABS qui sont pas du tout dégradables, mais c'est tellement huge et important que j'ai volontairement mis de côté de ce bilan-là cette partie-là déjà pour pas vous perdre en espérant déjà que je vous ai pas perdu avec tout ça et surtout parce que comme vous le savez si vous me suivez, je prépare une vidéo très spécifique sur le sujet et je vais justement me servir de la mise à jour qu'ils ont publiée sur le bilan financier de 2026 pour continuer à construire mon script. C'est assez long, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Je sais pas trop encore quand est-ce que je la publierai, mais je veux vraiment prendre le temps parce que c'est un sujet très important et j'ai pas envie de dire de conneries et de me planter. Donc voilà, donc je prends le temps de le faire. Donc on parlera évidemment de la partie, on va dire, écologie au sens large avec Lego et des enjeux justement pour les prochaines années. Et autre point, vous l'avez compris, on n'a pas l'intégralité des détails des ventes et des performances de Lego en 2025, ce qui peut être un tout petit peu plus frustrant. Ça, je le comprends, moi-même j'aurais espéré avoir plus. Notamment, nous ne savons pas quelles ont été exactement les gammes qui ont vendu le plus, les plus performantes, et celles qui ont peut-être été dégressifs. On n'en a aucune idée. Quid de la santé par exemple de Lego Friends, où ça en est, ou de Lego Marvel. On ne sait pas non plus quelles ont été, on va dire, les top 7 les plus vendus de l'année. Ils ne communiquent clairement pas là-dessus, ni ceux qui ont été, on va dire, un four entre guillemets, ou en tout cas ont été un peu déceptifs. Nous n'en avons aucune idée. Ils ne précisent même pas s'il y en a qui ont été au-delà de leurs objectifs, même sans donner de chiffres, de leurs objectifs initiaux ou pas du tout. C'est vrai que pour le coup, à part nous avoir donné un petit peu de manière maigre leur top 20 entre guillemets des 7 phares, parmi les nouveautés, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est un petit peu dommage. Au final, qu'est-ce que retenir de ce bilan? Déjà une chose très simple, Lego est en excellente santé. La marque vend plus, elle gagne plus, elle fait mieux que le marché du jouet. Et surtout, elle ne transforme pas cette réussite en simple victoire comptable. Lego est en train de consolider quelque chose de beaucoup plus grand. Une marque mondiale, une machine industrielle ultra solide, un écosystème commercial très bien huilé, une présence culturelle qui dépasse largement le simple jouet et une capacité rare à parler à la fois aux enfants, aux familles, aux adultes et aux collectionneurs. L'augmentation, on va dire, des sorties de sets à l'année a été une réussite. L'augmentation et la diversité des licences, des produits à différents types d'audience a fonctionné et leur politique tarifaire a montré que ça ne posait absolument aucun problème, en tout cas par rapport à leur croissance. Mais en même temps, cette puissance pose aussi de vraies questions. Jusqu'où Lego peut-il continuer à grandir sans se diluer? Jusqu'où la marque peut-elle rester aussi désirable sans devenir trop éloignée du budget réel du grand public? Et jusqu'où ce modèle premium très ambitieux, très investi peut-il continuer à être accepté aussi largement? Donc 2025, je pourrais dire que c'est l'année où Lego a confirmé qu'il était devenu bien plus qu'un fabricant de jouets. Et donc, qu'est-ce que Lego est en train de nous préparer pour la suite? Est-ce que vous trouvez que cette montée en puissance est une bonne nouvelle? Est-ce qu'au contraire, vous sentez déjà que Lego devient parfois trop gros, trop cher, trop large et trop gourmand dans ses ambitions? Dites-le moi en commentaire ce que vous retenez le plus de ce bilan 2025 et surtout dites-moi si vous voulez que je fasse une autre vidéo encore plus précise sur un sujet en particulier, notamment les prix, les thèmes les plus performants, la stratégie adulte ou les annonces déjà visibles pour 2026, en plus de ceux que j'ai déjà fait. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Encore une fois, c'est hyper important, n'hésitez pas à me laisser un petit retour constructif sur ce que vous avez trouvé bien ou peut-être pas bien que je pourrais améliorer. Est-ce que ce genre de format vous plaît ou pas? Est-ce que ça a été assez clair, assez constructif ou est-ce qu'au contraire c'est quand même assez nébuleux? C'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'est un bilan financier, ce que ça veut dire derrière des résultats qu'une marque peut communiquer. Et si la vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que racontent vraiment les chiffres Lego, en tout cas j'en serais extrêmement content, c'est l'objectif. Pensez à mettre un like, à vous abonner, à laisser le petit boost sur l'application YouTube sur smartphone et on se retrouve très vite pour la suite du coup. Alors, comme je l'ai dit en intro, petit décalage dans les calendriers édito, ça saute un peu. Je sais pas trop la vidéo de la semaine prochaine, ce que ça va être du coup. Est-ce que c'est la vidéo qui aurait dû être postée là, que je vais décaler la semaine prochaine, ou est-ce que je la saute pour parler justement des fameux Lumibrick Arts qui sont sortis? Dites-le moi aussi en commentaire laquelle vous voulez d'ailleurs pour la suite. Est-ce qu'on se parle des reviews Lego ou de Lumibrick versus Lego Arts? À vous de me dire. Allez, c'était Mr Brick. Ciao.